Salut, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis luthier. Je passe mes journées à écouter le bois pour lui trouver une voie. Mon atelier, juste en dessous de mon appartement à Lyon, sent la sueur de pin et la térébenthine. La lumière du matin traverse les grandes fenêtres et dessine des lignes de poussière dorée dans l'air. Je me lève à 6 heures, je fais couler le café dans le même filtre usé et j'écoute le premier tramway grincer sur les rails de la rue. Ma vie est réglée comme un métronome. Le raclement de mes outils sur l'érable d'une table de violon, le silence entre deux notes que je teste sur un instrument presque fini. C'est une solitude choisie, une tranquillité que je façonne de mes mains. Je range mes ciseaux à bois par taille. Je balaye le sol chaque soir. Chloé disait que mon silence était assourdissant. Elle est partie il y a 1 an en claquant la porte et le son a résonné pendant des semaines dans l'appartement vide. Le téléphone a vibré sur mon établi, faisant danser un tas de copeaux. C'était Antoine. Sa voix, toujours trop forte, a brisé le calme. Il m'a parlé d'un rendez-vous arrangé, une amie à lui. J'ai resserré un étau sur un manche de violoncelle, un tour de plus que nécessaire. J'ai fini par accepter, juste pour qu'il me laisse tranquille, en passant une main lasse sur mon visage. Il a juste oublié de me dire le détail le plus important. J'ai poussé la porte du café dans le vieux Lyon. Le carillon a tinté faiblement. L'air sentait le café torréfié et la pierre humide. Mon plan était simple. 20 minutes, un café, une excuse bidon sur un instrument à livrer, et je partais. J'ai repéré une table libre près de la fenêtre, une issue de secours parfaite. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone, le pouce planant déjà sur le contact d'Antoine pour lui dire que ça ne le ferait pas. Puis je l'ai vue, dans un coin reculé de la salle. Assise seule, une mèche de cheveux bruns tombant sur son front. Elle était penchée sur un carnet Moleskine noir, un stylo fin dans la main. Avant même de voir son visage, j'ai remarqué ses doigts. Le bout de l'index et du majeur étaient si légèrement tachés d'encre de Chine, une ombre bleutée sur sa peau. Elle dessinait ou écrivait, complètement absorbée dans son propre monde silencieux. J'ai avancé vers sa table, les lattes du plancher ancien craquant sous mes chaussures. Le bruit l'a fait sursauter. Elle a levé la tête, et ses yeux noisettes se sont posés sur moi. Ils ne reflétaient aucune surprise, juste une sorte d'attente calme. Je me suis arrêté près de la chaise en face d'elle, posant mes doigts sur le dossier en bois froid. Elle a esquissé un léger sourire, presque imperceptible, et a repoussé la mèche de cheveux d'un geste distrait. Elle n'a pas dit un mot. À la place, elle a fait glisser son carnet sur la table en chêne. L'objet a stoppé sa course juste devant moi. Sur la page blanche, une écriture soignée, presque calligraphiée, disait « Salut, merci d'être venu ». La plupart annulent quand ils l'apprennent. J'ai relu la phrase 2 fois. Mon cœur a fait une embardée dans ma poitrine, un mouvement sec et désagréable. J'ai senti le sang me monter aux joues. Mon plan de fuite, mes 21 minutes, mon excuse, tout s'est effondré. J'ai retiré ma main du dossier de la chaise, les laissé tomber le long de mon corps. J'étais exactement comme la plupart. J'ai tiré la chaise. Le bruit du bois sur la pierre a semblé énorme dans le silence qui s'était installé entre nous. Je me suis assis lourdement, sans la quitter des yeux. Elle n'a pas détourné le regard, elle attendait simplement. J'ai attrapé la carte des boissons posée sur la table, un bout de carton usé. Je l'ai fixé sans lire un seul mot. Les lettres dansaient. J'ai entendu le serveur s'approcher. J'ai commandé 2 cafés sans lui demander son avis. Ma voix sonnait rauque, comme si je ne l'avais pas utilisée depuis des jours. Il a noté la commande et s'est éloigné. Je me suis retrouvé seul à nouveau face à elle et son carnet. Elle a repris son stylo et l'a fait tourner entre ses doigts. Elle n'écrivait rien, observait juste mes mains posées sur la table. J'ai remarqué qu'elle avait incliné la tête sur le côté, un mouvement subtil qui rendait son regard encore plus intense. J'ai senti le besoin de dire quelque chose, n'importe quoi, pour combler ce vide. Mais aucun mot n'est venu. C'était son silence, mais c'était moi qui étais muet. Alors j'ai juste respiré un grand coup. L'odeur du café m'a un peu ancré. J'ai posé ma main à plat sur la table, paume vers le haut, un geste que je n'ai pas réfléchi. Léo, j'ai dit. Juste mon nom. Un petit sourire est apparu au coin de ses lèvres, cette fois un peu plus franc. Elle a repris son carnet et sous la première phrase, elle a écrit son propre nom avec la même application. Élise. Les cafés sont arrivés. Une fine pellicule s'était déjà formée sur le mien que je n'avais pas touché. La vapeur avait cessé de monter. Elle a pris sa tasse entre ses 2 mains, ses doigts tachés d'encre se réchauffant contre la porcelaine. Et nous sommes restés là. Moi, Léo, et elle, Élise.
dans ce café du Vieux Lyon, avec un silence qui, pour la première fois de ma vie, ne me donnait pas envie de fuir. Je suis retourné à l'atelier après ce café avec Élise, mais l'odeur de la sciure me semblait différente. J'ai passé 2 jours à poncer le même manche de violon, mes doigts repassant sur le bois lisse, l'image de son écriture dans le carnet revenant sans cesse. Le 3e jour, j'ai pris mon téléphone, les mains couvertes de poussière. J'ai écrit « Salut, c'est Léo », puis j'ai effacé. J'ai recommencé 4 fois avant d'envoyer un simple « Ça te dirait de voir l'atelier un jour ?» Sa réponse est arrivée 3 heures plus tard. 3 heures pendant lesquelles j'ai fait tomber un ciseau et renversé un pot de vernis. Un seul mot s'est affiché sur mon écran. Oui. On a convenu d'un jour, le mardi suivant. J'ai passé tout le week-end à ranger l'atelier, à aligner des outils qui étaient déjà parfaitement alignés, à balayer des coins qui n'avaient pas vu un balai depuis des mois. Je me suis surpris à frotter les vitres pour que la lumière soit meilleure. Quand la petite cloche au-dessus de la porte a tinté mardi après-midi, j'ai sursauté. Élise était là, une écharpe couleur rouille autour du cou, son carnet Moleskine noir serré contre elle. Elle a balayé l'espace du regard, ses yeux noisettes s'attardant sur les violons suspendus au plafond, sur les copeaux de bois qui jonchaient le sol malgré mon nettoyage. J'ai essuyé mes mains moites sur mon jean et lui ai fait un signe de tête pour qu'elle entre. Je lui ai fait faire le tour, sans trop parler. Je lui montrais les bois, l'épicéa pour la table d'harmonie, l'érable pour le fond. Je tapotais sur les planches pour lui faire entendre leur résonance. Elle hochait la tête, son regard attentif suivant chacun de mes gestes, une mèche de cheveux tombant sur son front. Elle a passé le bout de ses doigts, ceux qui n'étaient pas tachés d'encre, sur la courbe d'un violoncelle en cours de fabrication. Elle s'est assise sur un tabouret pendant que je me remettais au travail. C'est là que j'ai remarqué son stylo. Ce n'était pas un simple stylo. C'était un vieux Waterman à plumes, d'un bleu profond, dont la laque était usée par endroits. Un objet qui avait une histoire. Je me suis arrêté de polir un chevalet et j'ai juste dit « Il est beau ce stylo ». Mon commentaire a flotté dans le silence de l'atelier, se mêlant au bruit lointain de la rue. Elle a eu un petit sourire en coin et a ouvert son carnet. Elle a écrit quelques lignes avant de me le tendre. C'était celui de mon grand-père. C'est le seul avec lequel j'arrive vraiment à dessiner. Elle me l'a tendu, la plume tournée vers moi. Je l'ai pris. Le métal était froid, plus lourd que je ne l'imaginais. Je le lui ai rendu délicatement, en prenant soin de ne pas toucher la plume avec mes doigts sales de luthier. Je me suis remis à poncer un manche de violoncelle, le bruit rythmé du papier de verre sur le bois remplissant la pièce. De son côté, elle dessinait, le corps penché sur son carnet, le vieux stylo glissant sur la page. De temps en temps, je jetais un œil. Elle était complètement ailleurs, dans un monde que je ne pouvais qu'imaginer, et pourtant, sa présence rendait le silence de mon atelier moins solitaire. C'était un silence partagé. C'est devenu notre rituel. Tous les mardis après-midi, je travaillais, elle dessinait. Parfois, je préparais du café sur mon vieux réchaud. J'ai vite appris qu'elle le buvait noir, sans sucre. J'ai commencé à acheter un café en grains de meilleure qualité, que je moulais juste avant qu'elle n'arrive. Je ne lui ai jamais dit. Je versais juste le café dans sa tasse préférée, une vieille tasse en émail un peu ébréchée, et la posais près d'elle. Un mardi, une pluie fine de novembre s'est mise à tomber, le crépitement sur le toit en tôle de l'atelier créant une sorte de musique de fond. Elle est arrivée, les épaules de son manteau sombre d'humidité. Elle a secoué ses cheveux, projetant de minuscules gouttelettes sur le plancher. Je lui ai tendu un chiffon propre, celui que j'utilise pour les finitions au vernis. Elle l'a pris et s'est séché le visage avec une lenteur infinie. Ce jour-là, elle m'a montré un dessin qu'elle venait de finir. C'était la vue depuis la fenêtre de l'atelier, avec la pluie qui brouillait les contours des bâtiments d'en face, les reflets des phares sur le bitume mouillé. Elle avait capturé la lumière grise de Lyon d'une façon que je n'avais jamais vraiment vue. J'ai suivi une ligne d'aquarelle avec mon doigt, sans toucher le papier, sentant la mélancolie qui s'en dégageait. Je lui posais des questions sur ses illustrations. Elle écrivait alors quelques mots sur son carnet, des bribes d'histoire, des descriptions de personnages. Un jour, elle m'a parlé d'un garçon qui avait perdu son ombre. Pendant qu'elle écrivait, je me suis surpris à nettoyer une gouge déjà impeccable, juste pour avoir une raison de rester près de son tabouret et de regarder la plume de son stylo danser sur la page. Un après-midi, je travaillais sur une pièce d'érable particulièrement capricieuse. Le grain résistait à mes outils. J'ai laissé échapper un soupir de frustration, passant une main dans mes cheveux. J'ai senti son regard sur moi, plus intense que le silence. J'ai levé les yeux. Elle ne me regardait pas, elle regardait mes mains.
Elle a alors incliné la tête sur le côté, comme pour mieux comprendre la lutte entre mes doigts et le bois. Tourné son carnet vers moi. Elle avait dessiné mes mains, juste mes mains, tenant fermement un ciseau à bois. Le dessin était d'une précision folle. On voyait la tension des tendons, les petites cicatrices. Mais il y avait autre chose, une sorte de patience têtue dans le trait. Je suis resté là, à fixer ce dessin de mes propres mains, les sentant soudainement lourdes et immobiles à mes côtés. J'ai relevé la tête vers elle, mais les mots ne sont pas venus. Elle a eu ce petit sourire qui n'étirait qu'un seul coin de sa bouche. J'ai senti la chaleur me monter au visage. Je me suis détourné brusquement et j'ai repris mon outil, le métal froid contre ma paume. J'ai fait semblant de me concentrer sur le bois, mais tout ce que je voyais, c'était le dessin de mes mains, vu par ses yeux. La semaine suivante, j'étais en train de sculpter une volute, une des parties les plus délicates d'un violon. Le travail demandait une concentration absolue. Chaque coup de gouge devait être parfait. J'étais tellement absorbé que je ne l'ai pas entendu entrer. J'ai senti une légère pression sur mon avant-bras. Mon geste s'est figé net, l'outil suspendu à 1 millimètre du bois d'érable. Le monde entier semblait s'être arrêté. J'ai tourné la tête lentement. Sa main était toujours là, ses doigts fins posés sur ma peau. C'était la première fois. Son regard était fixé sur la volute inachevée, mais je ne sentais que le contact de sa main. C'est ainsi que, pendant 2 mois, nos mardis se sont construits autour du silence, de l'odeur du bois et du bruit de son vieux stylo Waterman sur le papier, jusqu'à ce que sa main sur mon bras change le son de tout le reste. Mardi était devenu une certitude, une encre au milieu de la semaine. Je commençais à moudre le café à 16 heures précises, juste avant qu'elle n'arrive. L'odeur se mêlait à celle de la sciure et de la térébenthine, créant un parfum qui n'existait que dans mon atelier, uniquement ces jours-là. Je posais sa tasse ébréchée sur le coin de l'établi, juste à côté d'un espace que j'avais fini par garder vide pour elle, son carnet et son stylo. Elle n'attendait plus mon signe de tête pour entrer. La petite cloche tintait et quelques secondes plus tard, elle était là. Elle posait son manteau sur le même tas de planches d'érable près de la porte et venait s'asseoir sur son tabouret. Je ne m'arrêtais pas toujours de travailler. Le son de mes outils, le raclement régulier d'un rabot ou le grattement d'un ciseau à bois, lui servaient de salutation. Elle répondait en ouvrant son carnet. Un jour, elle a apporté 2 croissants dans un sachet en papier qui a laissé une tache de beurre sur mon établi. Je ne l'ai pas nettoyé tout de suite. J'ai juste hoché la tête et j'en ai mangé un, froid, tout en ponçant une touche en ébène. Elle a mangé le sien en me regardant travailler. Ses yeux noisettes suivant le mouvement de mes mains avec une attention qui me faisait parfois rater un geste. Je devais alors recommencer, en sentant la chaleur me monter aux joues. C'est par une après-midi pluvieuse de janvier qu'elle a commencé à écrire sur son passé. Puis tambourinait sur le toit en tôle, un bruit de fond constant. Elle a rempli une page entière de son Moleskine, la plume de son Waterman glissant sans s'arrêter. J'ai continué d'ajuster le chevalet d'un alto, mes doigts se déplaçant au millimètre près, prétendant une concentration que je n'avais plus. Je sentais le poids de ses mots avant même de les lire. Elle ne m'a pas tout dit d'un coup. C'était par fragments, étalés sur plusieurs mardis. Des bribes d'une enfance marquée par un accident, un choc si violent que les mots s'étaient coincés quelque part en elle. Elle a écrit sur la frustration des médecins, le regard des autres enfants. J'ai balayé les copeaux autour de mes pieds, un geste mécanique pour occuper mes mains pendant que je lisais. Je n'ai posé aucune question. Je lui ai juste servi une autre tasse de café. Je suis surpris à remarquer des choses, comme la petite cicatrice presque invisible sur son menton, qui n'apparaissait que lorsqu'elle inclinait la tête pour réfléchir à ce qu'elle allait écrire, ou la façon dont elle tapotait son stylo sur le carnet, 2 coups secs, avant de commencer une phrase difficile. J'ai commencé à ranger mes outils, non pas par taille, mais en fonction de ceux dont le bruit semblait le moins perturber sa concentration. Un soir, alors qu'elle partait, nos mains se sont frôlées en attrapant la poignée de la porte en même temps. Ses doigts, froids, ont effleuré les miens. Un contact qui n'a pas duré plus d'1 seconde. Aucun de nous n'a retiré sa main immédiatement. J'ai senti le pouls dans mon poignet s'accélérer. Elle a finalement ouvert la porte et est partie sans se retourner, laissant l'air froid de la rue s'engouffrer dans l'atelier. Je suis resté là, la main sur la poignée. La semaine suivante, elle m'a offert son vieux stylo Waterman. Elle l'a simplement posé sur mon établi à côté de ma tasse et a sorti un autre stylo de son sac. J'ai regardé l'objet, sa laque bleue usée, le métal froid dans ma paume. J'ai secoué la tête, essayant de le lui rendre. Elle a posé sa main sur la mienne pour m'arrêter, puis a écrit dans son carnet «
Il a besoin de quelqu'un qui apprécie les choses qui durent. Après 3 mois de mardi, je lui ai proposé de dîner. J'ai tapé le message sur mon téléphone, l'ai effacé, puis l'ai réécrit 3 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Mes mains tremblaient légèrement. J'ai posé le téléphone face contre l'établi et j'ai essayé de me concentrer sur le vernissage d'un violon. Mais mes gestes étaient redevenus maladroits. La notification de sa réponse, un simple « D'accord », a fait vibrer tout l'établi. On s'est retrouvés dans un petit bistrot du quartier Saint-Jean, un endroit bruyant où les tables étaient si proches qu'on sentait la chaleur du plat du voisin. Pour la première fois, son silence semblait fragile, presque menacé par le vacarme ambiant. Elle gardait son carnet sur ses genoux. J'ai commandé pour nous deux, ma voix se perdant presque dans le brouhaha. J'ai renversé un peu d'eau en me servant, mes doigts soudainement mal coordonnés. Au milieu du repas, elle a fermé son carnet. Le bruit sec du Moleskine se refermant a fait taire le brouhaha du restaurant dans ma tête. Je l'ai regardée, surpris. Elle l'a posé sur la chaise à côté d'elle, hors de portée. J'ai arrêté de couper ma viande, mon couteau suspendu au-dessus de l'assiette. C'était la première fois que je la voyais sans lui, comme si elle avait volontairement posé son armure. Puis, elle a tendu la main par-dessus la table et a posé son index sur le dos de la mienne. Son doigt était froid. Il a tracé lentement des lettres sur ma peau. T. Chaque lettre était une petite décharge électrique. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai senti la chair de poule se former sur mes bras, malgré la chaleur étouffante du restaurant. J'ai regardé ma main comme si elle ne m'appartenait plus, comme si ces mots invisibles y avaient été gravés au fer rouge. J'ai levé les yeux vers elle. La mèche de cheveux était tombée sur son front, mais elle ne l'a pas repoussé. Ses yeux noisettes étaient fixés sur les miens et pour la première fois, je n'y ai vu aucune attente, aucune peur. Juste une affirmation tranquille. J'ai repris ma respiration d'un coup sec. Quand le serveur est venu nous demander si nous voulions un dessert, j'ai secoué la tête. J'ai demandé l'addition. Pendant qu'il s'éloignait, j'ai pris sa main. Elle était fine, presque fragile dans la mienne. Avec mon index, j'ai tracé à mon tour sur sa paume. P, U, I, S, J, E, T, E, R, E, B, O, I, R. C'est une question stupide. Je le voyais déjà toutes les semaines. Le mot semblait nécessaire. Juste resserrer ses doigts autour des miens. Sorti dans la nuit fraîche de Lyon. Marcher le long des quais de Saône, sa main toujours dans la mienne. Tête entrelacée avec les miens, couvert de fine callosité. Le silence entre nous n'était plus celui de l'atelier. Il était différent, rempli par le bruit de nos pas synchronisés sur les pavés. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte de son immeuble dans la Croix-Rousse. Les lampadaires jetaient une lumière orangée sur la rue déserte. Devant sa porte, elle s'est arrêtée et a lâché ma main. J'ai cru que c'était fini, qu'elle allait juste entrer. Mais elle a pris mon bras et avec son doigt a écrit sur la manche épaisse de ma veste. T, U, E, S, L, E, P, R, E, M, I, E, R. La phrase est restée suspendue, incomplète. Je n'ai pas bougé. Elle a continué, traçant chaque lettre avec une lenteur infinie. A, N, E, P, A, S, A, V, O, I, R, E, S, S, A, I, E, D, E, M, E, F, A, I, R, E, P, A, R, L, E, R. Elle a retiré son doigt. J'ai senti le tissu de ma veste comme si son contact l'avait brûlé. Elle a sorti ses clés, a ouvert la lourde porte en bois et a disparu à l'intérieur sans un regard en arrière. Je suis resté là, seul sous le lampadaire, le cœur battant à un rythme désordonné contre mes côtes. J'ai passé mes doigts sur ma manche, là où ces mots invisibles étaient encore chauds. Je savais, à ce moment précis, que mon silence avait enfin trouvé un écho. Antoine m'a appelé le lendemain. Sa voix forte a résonné dans le calme de l'atelier. « Alors, ce dîner ? Tu vois, elle n'est pas si... Enfin, tu sais. » J'ai regardé le stylo Waterman posé sur mon établi. J'ai resserré une vis sur un étau sans raison. « Ouais, c'était bien, » ai-je répondu. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. Je ne voulais pas de ces mots sur ce qui nous appartenait. Nos mardis ont continué, mais quelque chose avait changé. Le silence était le même, l'odeur du bois aussi. Mais maintenant, il y avait ces moments où nos regards se croisaient au-dessus d'un manche de violon ou d'une page de carnet, et ils duraient une seconde de plus. Une seconde où je voyais le coin de ses lèvres s'étirer dans ce petit sourire qui n'appartenait qu'à elle. Je savais qu'elle voyait la même chose chez moi.
J'ai invité Élise à une soirée chez Antoine. L'idée m'a semblé bonne sur le moment, une façon de la faire entrer dans mon monde, au-delà des murs de l'atelier. J'ai passé 1 heure devant mon armoire, à changer 3 fois de t-shirt, pour finalement remettre le premier que j'avais choisi. En l'attendant en bas de chez elle, j'ai fait tomber mes clés 2 fois. Quand elle est sortie, elle portait une robe simple, bleu nuit. Elle m'a souri, et j'ai oublié la phrase que j'avais préparée. L'appartement d'Antoine était bruyant, rempli de gens que je connaissais à peine. La musique était trop forte, les rires fusaient de partout. Élise est restée près de moi, son carnet Moleskine noir serré dans une main, un verre d'eau dans l'autre. Je lui décrivais les gens à voix basse, juste pour remplir le vide. Elle hochait la tête, mais son regard balayait la pièce, s'arrêtant sur les issues. J'ai posé ma main dans le bas de son dos, un geste pour la rassurer, ou peut-être pour me rassurer moi-même. C'est Marc, un ami d'Antoine, qui a tout fait basculer. Il s'est approché, un peu éméché, et a dit, en la regardant, « C'est fou quand même. Mais comment vous faites pour vous disputer? Tu peux pas juste claquer la porte en gueulant. » Le silence s'est fait autour de nous. J'ai senti le corps d'Élise se raidir contre ma main. J'ai serré la mâchoire et j'ai dit, d'une voix plus sèche que je ne le voulais, « J'ai pris Élise par le bras et je nous ai frayé un chemin vers la sortie. » Dehors, l'air froid de la nuit nous a saisis. On a marché sans un mot sur les trottoirs déserts. Les lumières de la ville se reflétaient sur le bitume humide. J'ai passé une main sur ma nuque, cherchant les mots justes. « Désolé pour Marc. » J'ai fini par dire en arrivant devant sa porte. « Ne comprends pas. C'est juste. Compliqué parfois, tu sais. De leur faire comprendre. » Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir, lourds et maladroits. Le mot « compliqué » est resté suspendu entre nous. J'ai vu quelque chose se fermer dans ses yeux noisettes. La lumière du lampadaire a dessiné une ombre dure sur son visage. Et un pas en arrière, sa main a lâché mon bras. Son carnet, qu'elle tenait toujours, semblait soudain une barrière infranchissable entre nous. Elle n'a pas incliné la tête, n'a pas eu son petit sourire en coin. Son visage était un masque de pierre, sentant le poids de mon erreur. Elle a secoué la tête, un mouvement minuscule, presque imperceptible. Puis elle a sorti ses clés, a ouvert la porte de son immeuble et a disparu à l'intérieur sans un regard en arrière. La porte s'est refermée avec un claquement sec qui a résonné dans la rue vide. Je suis resté là, seul, à fixer le bois sombre de la porte. J'ai sorti mon téléphone. Mon pouce a plané au-dessus de son nom, mais je ne savais pas quoi écrire. J'ai rangé le téléphone et j'ai marché, sans but. Le lendemain, l'atelier était silencieux. Mais ce n'était plus notre silence. C'était un silence vide, lourd, qui pesait sur mes épaules. J'ai pris un rabot, mais mes mains n'avaient pas la force de l'utiliser. Je l'ai reposé sur l'établi. J'ai regardé mon téléphone toutes les 5 minutes. Pas de message, pas de notification, juste l'écran noir qui me renvoyait mon propre reflet. J'ai balayé le sol, créant des petits tas de sueur que je laissais là, sans les ramasser. Le stylo Waterman qu'elle m'avait donné était posé sur l'établi. Je l'ai pris, le métal était froid dans ma paume. Je l'ai fait tourner entre mes doigts, encore et encore, le même geste qu'elle faisait quand elle réfléchissait. J'ai repassé mon pouce sur la laque bleue usée, là où ses propres doigts avaient dû se poser des milliers de fois. J'ai ouvert un tiroir et je l'ai rangé à l'intérieur, sous un tas de chiffons propres. Je ne supportais plus de le voir. Le deuxième jour de silence a été pire. Je n'ai même pas essayé de travailler. J'ai fait couler un café que je n'ai pas bu. Il a refroidi sur l'établi, une fine pellicule se formant à la surface. La petite cloche de la porte est restée muette. Chaque bruit dans la rue me faisait sursauter, le cœur battant dans l'attente d'un tintement qui ne venait pas. La poussière de bois, habituellement une odeur réconfortante, me semblait maintenant l'odeur de l'abandon. Le soir du deuxième jour, la pluie a commencé à tomber. Un crépitement régulier sur le toit en tôle. J'ai regardé les gouttes tracer des chemins sinueux sur la vitre sale de l'atelier. Je ne pouvais plus rester là. Je ne pouvais plus attendre. J'ai attrapé ma veste sur le dossier d'une chaise. Je n'ai pas pris la peine de fermer l'atelier à clé. Je suis sorti sous la pluie, le col relevé, et j'ai commencé à marcher en direction de la Croix-Rousse. Je ne savais pas ce que j'allais dire, mais je savais que je ne pouvais pas laisser ce silence-là gagner. La pluie me collait les cheveux au front. Je me tenais devant sa porte, l'eau ruisselant de ma veste sur les pavés usés de la Croix-Rousse. Ma main flottait à quelques centimètres de l'interphone, incapable de se décider.
Le bruit de la circulation sur le boulevard en contrebas était assourdi par le martèlement des gouttes sur ma capuche. J'ai inspiré l'air froid et humide, qui sentait la pierre mouillée et les feuilles mortes. J'ai finalement appuyé sur le bouton. J'ai attendu, le doigt toujours pressé contre le plastique froid. Pas de réponse. Juste le grésillement de l'appareil et le bruit incessant de la pluie. J'ai appuyé une deuxième fois, plus longuement, comme si la pression pouvait forcer une réponse. Rien. J'ai reculé d'un pas, sentant le froid s'infiltrer dans mes chaussures. J'ai posé mon front contre le bois lourd et sombre de la porte, fermant les yeux une seconde. J'étais trempé et complètement idiot. J'ai sorti mon téléphone, l'écran constellé de gouttelettes qui déformèrent les lettres. Mes doigts étaient si froids que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour déverrouiller l'écran. J'ai ouvert notre conversation. J'ai écrit que j'étais en bas. J'ai écrit que le mot « compliqué » était sorti tout seul, que c'était un mot vide, un mot stupide, que son silence n'avait jamais été un problème pour moi. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir tout effacer. 1 minute a passé, puis 2. L'icône a indiqué que le message avait été lu. Je suis resté là, le téléphone à la main, l'eau dégoulinant de mon menton. Je me suis dit que c'était fini, que j'avais tout gâché avec un seul mot mal choisi. J'ai glissé mes mains glacées dans mes poches et j'ai commencé à me détourner, les épaules lourdes. C'est là que j'ai entendu le léger déclic métallique de la serrure qui s'ouvrait. La porte a pivoté vers l'intérieur, révélant Élise dans la lumière tamisée du couloir. Elle portait un pull gris trop grand pour elle. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Ses yeux noisettes étaient cernés, un peu rougis. Elle ne m'a pas invité à entrer. Elle est juste restée là, les bras croisés sur sa poitrine, à me regarder goûter sur son paillasson. J'ai vu son carnet Moleskine, posé sur la petite table de l'entrée, fermé. Je suis entré sans qu'elle ne dise rien, et j'ai refermé la porte derrière moi. Le bruit de la pluie a disparu, remplacé par un silence encore plus lourd. L'appartement sentait l'encre de Chine et le café froid. J'ai enlevé ma veste trempée et l'ai laissée tomber en un tas informe sur le carrelage, créant une petite flaque d'eau. Je ne savais pas quoi faire de mes mains, alors je les ai laissées pendre le long de mon corps. Désolé. Ma voix était rauque, à peine un murmure. Ce que j'ai dit, c'était à propos de moi, de ma peur de ne pas savoir comment te protéger du regard des autres. Ça n'a rien à voir avec toi. Elle a détourné le regard, ses doigts se crispant sur le tissu de son pull. Elle a fait un pas en arrière, se rapprochant de la sécurité de son salon. Et vers la table, a pris son stylo, elle est revenue vers moi et a pris ma main gauche. Ses doigts étaient glacés. Avec l'index de son autre main, elle a commencé à tracer des lettres sur ma paume. T-U-N-E-D-O-I-S-P-A-S-F A-I-R-E-C-A. Chaque lettre était tracée avec une pression qui me disait de partir. J'ai secoué la tête et resserré mes doigts autour de sa main pour l'empêcher de la retirer. « Non !» j'ai dit, ma voix un peu plus ferme. « Je ne suis pas là pour te protéger. Je suis juste là pour être là, c'est tout. » J'ai vu une larme rouler sur sa joue. Elle l'a essuyée d'un revers de main rapide, comme si elle était en colère contre elle-même. Ses épaules ont commencé à trembler. Elle a essayé de se dégager, mais j'ai tenu bon. Elle a baissé la tête, fixant nos mains jointes comme si elles ne lui appartenaient plus. Son doigt, hésitant, a recommencé à bouger sur ma peau, traçant de nouvelles lettres, plus lentes, plus fragiles. Chaque contact était une question. Chaque mouvement était une peur mise à nu. Les lettres se sont formées dans le creux de ma main. S-I-L-T-E-P-L-A-I-T. Son doigt s'est arrêté un instant, comme pour reprendre son souffle. Puis il a continué, avec une pression désespérée. N-E-M-E-Q-U-I-T-T-E-P-A-S. J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. J'ai fermé ma main sur la sienne, emprisonnant ces mots contre ma peau. Je l'ai tiré doucement vers moi, jusqu'à ce que nos fronts se touchent. C'est quelque chose de doux, comme de la vanille. Jamais, ai-je murmuré, pas là malgré ton silence. L'angle silencieux qu'elle retenait. Je l'ai serré contre moi, mes bras l'enveloppant complètement. Nous sommes restés comme ça, au milieu de son entrée, pendant un temps qui m'a semblé infini. Je sentais les battements de son cœur contre ma poitrine, qui retrouvait lentement un rythme normal. Quand elle s'est finalement écartée, ses yeux étaient brillants, mais la panique avait disparu.
Elle a levé une main et a doucement passé son pouce sur une petite coupure que je m'étais faite la veille en travaillant. Elle a repris ma main et m'a conduit jusqu'au canapé sans un mot. Elle s'est assise et a attrapé son Moleskine sur la table basse. Elle l'a ouvert sur une page vierge, a pris son seule phrase. « Reste cette nuit » et hoché la tête. J'ai pris délicatement le stylo de ses doigts et je l'ai posé sur la table, à côté du carnet désormais ouvert. 6 mois ont passé depuis cette nuit sous la pluie. Je me réveille maintenant avec la lumière qui filtre à travers les rideaux de son appartement. Je me lève sans faire de bruit, le plancher froid sous mes pieds, et je vais préparer le café. Sa tasse en émail ébréchée, celle de l'atelier, est maintenant à côté de la mienne sur une étagère. La veste est suspendue à côté de son manteau dans l'entrée. Je garde les 2 objets, côte à côte, et je remets l'eau à chauffer sur le feu. Nos vies se sont entremêlées comme les veines d'une même planche de bois. Le soir, je m'assois souvent par terre dans son salon et je sculpte de petites pièces, des chevalets ou des sillets, le parfum de l'érable se mêlant à celui de son encre. Parfois, elle m'accompagne à l'atelier, même si ce n'est pas mardi. Elle s'installe sur son tabouret et dessine le balai de mes mains sur un violon, son stylo Waterman glissant sur la page. Je ne lève même plus la tête quand la cloche tinte. On a inventé notre propre langue, faite de regards qui durent 1 seconde de trop et de gestes que nous seuls comprenons. Un tapotement sur mon poignet signifie qu'elle a besoin d'aide pour atteindre quelque chose en hauteur. Une pression de ma main sur son épaule veut dire « On y va ?» Je n'ai plus besoin de lire ces mots pour savoir quand elle est fatiguée ou quand une idée de dessin vient de la frapper. Je le vois dans la façon dont sa mèche de cheveux tombe sur son front. L'autre jour, au marché, un vendeur a insisté pour lui expliquer les mérites de ses tomates. Je suis resté un pas en arrière, en train de peser des pommes de terre dans mes mains. Je l'ai observée. Elle a simplement hoché la tête, a sorti un petit carnet de sa poche, a écrit « Merci, elles sont très belles » et lui a montré. Elle n'a même pas cherché mon regard. J'ai payé les pommes de terre et je lui ai pris la main en partant, nos doigts s'entrelaçant naturellement. On est retourné au café de notre premier rendez-vous, dans le Vieux-Lyon. On s'est assis à la même table près de la fenêtre. Je me souvenais de mon plan de fuite, de mes 20 minutes chronométrées. J'ai regardé Élise en face de moi, en train de dessiner la condensation sur son verre d'eau. J'ai attrapé la carte des boissons, un bout de carton usé, et j'ai commandé 2 autres cafés. J'ai posé ma main sur la sienne, juste un instant, sur le bois de la table. Ce carnet Moleskine noir n'est plus toujours collé à elle. Il reste souvent ouvert sur la table basse du salon, comme une... En passant à côté, je l'ai vue. Sur une double page, elle avait dessiné l'atelier, baigné dans la lumière de l'après-midi. Le stylo Waterman que je lui avais rendu était posé à côté du dessin. J'ai passé mon doigt sur le papier, sur l'encre qui avait immortalisé mon silence, notre silence. Hier soir, on était assis sur le canapé, sans rien faire de spécial. Je lisais, elle avait la tête posée sur mon épaule, le rythme de sa respiration calme contre mon... Senti son doigt bouger sur mon avant-bras. Lentement, elle a tracé les 3 lettres de mon nom. J'ai arrêté de lire, mais je n'ai pas bougé. J'ai juste posé ma main sur la sienne, couvrant les lettres invisibles, et j'ai fermé les yeux, sentant le poids réconfortant de sa tête. Je regarde souvent par la fenêtre le soir, les lumières de la Croix-Rousse qui scintillent en contrebas. Je ne pense plus à Chloé, ni au garçon que j'étais, celui qui croyait que son silence était un vide à combler. Le silence de notre appartement n'est pas vide. Il est rempli du bruit léger de son stylo sur le papier, de nos respirations synchronisées. Je me retourne, elle me sourit. On n'a pas besoin de promesses, on a juste besoin de demain matin et du café qui coule.